Voici 4 films réalisés entre 1947 et 1953. 4 films dont l'intrigue se situe à 4 époques différentes, mais 4 films qui ont indéniablement un air de famille, au point qu'ils recourent chacun à une même figure de style, le travelling latéral, un déplacement gauche-droite ou droite-gauche de la caméra. Ainsi, le regard du spectateur passe-t-il d'un plateau de tournage à l'autre dans Pearl White et dans Chantons sous la pluie, d'une estrade à l'autre dans Houdini, d'une piste à l'autre dans Sous le plus grand chapiteau du monde. En exhibant chaque fois et d'une traite plusieurs plateaux, plusieurs scènes, plusieurs pistes, cette figure du travelling latéral fait sans doute l'éloge de la production en série, soit l'éloge d'un temps où l'art ne se prenait pas pour de l'art et se trouvait être par là même de l'art en toute innocence. Essentiellement, que peut signifier cette figure du déplacement de la caméra, ce mouvement d'une certaine durée qui enchaîne les spectacles les uns aux autres? Que signifie ce déplacement dans l'espace? Ce déplacement dit que cet espace-là, c'est du temps. Ce déplacement dit que ce travelling latéral est un travelling arrière, ou une sorte de flashback. Ce déplacement dit que ce travelling, métaphore du film tout entier, est une machine à remonter le temps, jusqu'au temps du cinéma muet, et même au-delà, puisqu'Houdini et Sous le plus grand chapiteau du monde rappellent l'origine foraine du cinématographe. Pourquoi cet irrépressible travelling latéral? Que trahit cette figure de style, et ici sa quadruple répétition, sinon le désir d'un retour en arrière jusqu'aux formes originelles du spectacle? Et pourquoi maintenant? C'est-à-dire à ce moment-là? Pourquoi précisément dans cette après-guerre? Pourquoi dans l'après-guerre ce désir de rétroprojection? Si ce désir se situe avec tant d'insistance dans l'après-guerre, cela tient à la guerre elle-même. Celle qui s'achève au même moment, celle qui vient de finir et qui a tant coûté. Celle qui reste dans tous les esprits, celle qui n'est même pas terminée au moment du tournage, par exemple, du Chant du Missouri. Cette guerre mondiale a elle aussi été filmée. Cette guerre dont les mêmes spectateurs ou presque de toutes les fictions rétro ont vu les images pendant 4 ans, sur les mêmes écrans de cinéma, en première partie de programme. Il suffit pour s'en rendre compte et prendre un peu la mesure de cet impact continuel de lire les articles de James Agee qui paraissent dans Time et dans The Nation, semaine après semaine, de 1941 à 1948. Agee rendait alors compte dans ses textes critiques de tout ce qu'il voyait au cinéma et de tout ce qui retenait son attention, au mépris des hiérarchisations habituelles, aussi bien des fictions que des documentaires, aussi bien des pièces montées hollywoodiennes que des films de montage restituant la terrible bataille d'Iwo Jima, aussi bien le Chant du Missouri de Minnelli que la bataille de San Pietro, filmée par le capitaine John Huston. Et très souvent, James Agee rendait compte des uns et des autres dans un même papier, parce qu'il avait vu tous ces films dans une même semaine, ou une même journée, ou un même programme. C'est Agee qui écrivait par exemple, dans un texte de la fin décembre 1942, « Le meilleur film que j'ai vu cette année fut La Ruée vers l'or », car Chaplin en effet avait ressorti en salle son film de 1925. Et juste après La Ruée vers l'or, dit Agee, juste après dans son classement des meilleurs films de l'année, viennent, dit-il, quelques plans documentaires du champ de bataille. La guerre pendant la guerre sur les écrans américains, ce sont les actualités, les newsreels, Pathé News, Paramount News, Fox News, Hearst News, Universal News. C'est aussi la série produite par le colonel Frank Capra, la série qui s'intitule « Pourquoi nous combattons ?» destinée aux soldats et diffusée à tous les publics par décision du département de la guerre. C'est encore The March of Time, dont chaque numéro, d'une durée de 20 à 30 minutes, est diffusé à raison d'une fois par mois par RKO ou la 20th Century Fox. De décembre 1941, date de l'attaque de Pearl Harbor, jusqu'à la fin du conflit, quasiment chaque épisode de March of Time, cette série d'informations, est en rapport avec la guerre. Et c'est aussi The March of Time qui, en août 1946, produit le film Atomic Power, soit un récit de la fabrication de l'arme nucléaire qui commence par des images de son usage à Hiroshima. On August 5th, 1945, in the 6th year of the Second World War, a single bomb destroyed the Japanese city of Hiroshima. Dans ce même temps de guerre, il a été calculé que Pathé News consacrait en moyenne la moitié de ses 7 minutes de reportage à des images de la guerre en Europe et dans le Pacifique. C'est cette guerre mondiale et son défilé des horreurs aux actualités, vues sur les écrans américains, qui provoque assurément, pendant et après la guerre, un besoin de compensation. Le rêve d'une annulation du réel. Un désir en forme de déni. La tentation d'une fuite et d'un refuge dans le temps d'avant, le merveilleux temps d'avant. Et quel est ce temps d'avant pour l'industrie du spectacle, sinon celui de sa propre histoire, de son propre passé?
Ce temps, c'est le temps d'avant de l'industrie du spectacle. Les fictions rétro rejouent une mélodie du bonheur égaré en route et apparemment retrouvée intacte. Les fictions hollywoodiennes qui cèdent à la tentation du rétro, à la nostalgie, expriment le désir d'une expérience in vitro de retour au monde d'hier. Les fictions rétro incarnent, au maximum de leur idéalisation, un fantasme d'Uchronie. Le désir, littéralement la fiction, de remonter le temps pour modifier le cours de l'histoire. Le fantasme d'Uchronie, c'est donc une sorte de grand flashback, un grand travelling arrière, qui contiendrait en germe la possibilité d'une autre histoire, sa réécriture en moins tragique. Autrement dit, une capacité rétrospective à empêcher ou annuler la guerre qui vient et qui de fait a lieu ou vient d'avoir lieu. Les fictions rétro rêvent et font rêver que la Deuxième Guerre mondiale n'aura pas lieu. De même que les fictions rétro, sur leur lancée, rêvent et font rêver, à l'heure atomique, à l'heure de l'équilibre de la terreur, que la Troisième Guerre mondiale n'aura pas lieu. Les fictions rétro prônent l'escapisme. Escapisme est un terme qui vient de l'anglais « to escape », s'échapper, s'évader. On a parfois défini l'art de Houdini, capable de se débarrasser de toutes les camisoles et de s'évader de toutes les prisons, comme celui d'un escapologue. L'escapisme est une forme d'évasion. Comme on dit souvent de l'effet attendu du cinéma, j'y vais pour m'évader. L'escapisme est une forme de divertissement, mais au double sens du spectacle. L'entertainment d'un côté, et aussi le divertissement, en ce sens qu'il vous détourne et fait diversion. L'escapisme est une attitude sociale, individuelle ou collective, qui consiste à se retirer du monde tel qu'il est, à se réfugier dans une sorte de fantaisie, par opposition à une intervention dans les affaires de la cité, prise de parole, affirmation, action, en un mot, réalisme et engagement. Le versant opposé de cette tendance à l'escapisme dans l'après-guerre, c'est alors l'autre cinéma hollywoodien qui l'incarne. L'historien du cinéma américain John Cobal a écrit que pendant la guerre et après, les deux genres les plus populaires avaient été d'un côté le musical et de l'autre le film noir, le pile et le face d'une même pièce, écrit-il. D'un côté, en effet, les fictions rétro, de l'autre, un cinéma plus lucide et même hard-boiled, qui regarde en face le temps présent, le présent de son temps. Films noirs, films sociaux, films adultes, pour des spectateurs adultes. Des films par exemple de Robert Rossen, de Jules Dassin, d'Elia Kazan, de Nicolas Ray, de John Huston, Joseph Mankiewicz, Fred Zinman, Billy Wilder, ou un film comme Le Criminel d'Orson Welles, ou, en cette même année 1946, un film comme Les plus belles années de notre vie de William Wyler. Des films adultes donc, sous une double influence. Cette même double influence que les fictions rétro veulent absolument ignorer et contre lesquelles elles s'arc-boutent. D'abord, influence de l'hyperviolence du conflit mondial, interdisant de reconduire a priori des récits et une esthétique perçue comme périmée. Et puis, influence du néoréalisme. C'est l'avènement et l'empreinte de Rome ville ouverte et Paisa de Rossellini, de Siusia de De Sica, d'autres films italiens encore qui sont distribués immédiatement aux États-Unis, au moins à New York et à Los Angeles, et qui impressionnent certains cinéastes, acteurs, producteurs et critiques. James Hedgie, encore lui, à propos de Rome ville ouverte, écrit dans sa critique du 23 mars 1946 dans The Nation. « Je viens de voir un film qui vaut tellement la peine d'en parler que j'en suis encore incapable. Je serai probablement incapable de rendre compte du film en détail avant 3 ou 4 semaines. »